Bonjour à tous, bon après-midi et bonsoir, peu importe où vous vous trouvez, et bienvenue à ce webinaire IAS. Il s'agit de discuter, de répondre au VIH dans un contexte humanitaire et de conflit. Veuillez noter qu'en raison du nombre de participants, tous ceux-ci sont actuellement en mode silencieux. Nous avons de l'interprétation en espagnol, en portugais, en français et en anglais. Vous pouvez sélectionner votre langue préférée dans la barre inférieure de l'icône globe. Des sous-titres en direct sont également disponibles, mais il faut faire attention car ils sont générés par l'AI. Nous avons prévu du temps après les présentations pour une séance de questions-réponses. Alors, veuillez envoyer à tout moment vos questions sur le sujet aujourd'hui à nos intervenants dans la boîte de questions-réponses. Si votre question s'adresse à un intervenant particulier, veuillez indiquer son nom lorsque vous le saisissez. Vous remarquerez qu'un symbole pouce levé apparaîtra lorsqu'une personne posera une question dans la boîte de questions-réponses. Si vous avez une question similaire et si vous trouvez cette question importante, veuillez cliquer sur ce signe pouce levé pour nous guider à classer les questions par ordre de priorité. Si vous rencontrez des problèmes avec Zoom, vous trouverez des conseils supplémentaires dans la boîte chat. Dans la boîte chat, n'hésitez pas à nous indiquer votre nom et le pays depuis lequel vous nous contactez. Vous vous connectez, pardon. Nous aimons bien voir l'interaction dans la boîte de chat. Oui, voici, je suis le président courant de l'IAS et je suis basée au Kenya, à Nairobi. Alors, l'objectif de ce webinaire est d'explorer les questions essentielles de la lutte contre le VIH dans les situations de crise humanitaire et de conflit, de dégager les meilleures pratiques et les enseignements qui pourraient être appliqués dans d'autres contextes. Il portera sur l'importance des services transfrontaliers pour les populations déplacées. Nous savons que la plupart d'entre vous se posent de nombreuses questions sur le gel des financements américains et l'arrêt de travail de 90 jours. Nous avons tiré la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, il y a eu d'ailleurs 10 000 personnes qui ont perdu leur travail dans 24 heures au département d'État américain. Et nous savons que c'est une catastrophe et l'IAS mobilise des scientifiques, des dirigeants communautaires et des décideurs politiques pour une action urgence. Nous dénonçons l'attaque contre la science. Nous ne resterons pas silencieux face à l'effacement des données, au musellement des experts et à l'égalité de ces mesures. Et bien que ces programmes qui sont éteints et ce système financier qui est gelé ne peut pas continuer. Et tout ce que nous faisons est donc inefficace. En résultat, nos, les personnes affectées par le VIH ne peuvent pas avoir de soins dans les services de soins et traitements, pardon. Il nous faut agir maintenant et il nous faut nous assurer que ces services contre le VIH soient restaurés avant qu'il y ait des dommages qui soient faits. Nous allons partager avec vous dans le chat plus d'informations sur ce gel de financement. Alors, nous, à l'IAS, nous, nous reconnaissons qu'il y a beaucoup de personnes qui sont affectées par le VIH, qui sont impactées, pardon. Nous allons parler de cela aujourd'hui. Et maintenant, nous allons commencer par un panel de 4 speakers, 4 intervenants intéressants et experts. Nous avons Patrick Joseph d'Haïti, Dr Nasrin Risk du Liban, Dr Francesco Segala qui est au Mozambique et nous avons Tetiana Deshko qui est basée en Ukraine. Comme vous l'imaginez, en 80 minutes, on ne va pas pouvoir couvrir toutes les urgences humanitaires, les crises climatiques et les conflits à travers le monde. Mais nous aimerions rendre hommage aux 300 millions de personnes qui ont actuellement besoin d'une aide immunitaire selon les données de l'OCHA. Alors, ces situations d'urgence perturbent gravement les services destinés aux personnes vivant avec le VIH ou affectées par le virus. Et nous espérons que les cas présentés aujourd'hui pourront fournir des renseignements fondés sur des preuves et à tous ceux qui travaillent, vivent ou sont affectés par des circonstances similaires. Je tiens donc à vous remercier tous d'être ici et merci également à nos donateurs, VIV Healthcare, Gilead Science, d'avoir rendu ce webinaire possible. Maintenant, je vais
présenter notre prochain orateur. Il s'agit de Patrice Joseph, qui est clinicien et chercheur principal au Geschkio à Port-au-Prince, au Haïti. Il va nous présenter le modèle de soins aux patients pendant les troubles civils en Haïti. Je suis sûre il nous faudrait prononcer son nom de meilleure manière, je suis sûre. Il a donc 10 minutes pour nous faire sa présentation. Bienvenue de Port-au-Prince. Je m'appelle Dr Patrice Rossef et je suis responsable du programme VIH, SIDA et tuberculose des Centres GESKI. L'objectif de cette présentation est de vous faire découvrir notre modèle de soins aux patients pendant les troubles civils en Haïti. Je vais aborder les points suivants sur l'agenda. GESKI est une ONG haïtienne qui a été créée en 1982. Elle dispose de 2 installations centrales à Port-au-Prince, 13 hôpitaux collaboratifs et 10 centres communautaires. Nous collaborons avec le ministère de la Santé, avec des universités locales telles que l'Université d'État d'Haïti et des collaborateurs internationaux tels que l'Université de Cornell à New York, à Lyon et le Boston Analysis Group. Nous recevons du soutien continu de l'NIH depuis 1983, mais aussi du Fogarty International Center. Notre programme de lutte contre le VIH est soutenu par le Fonds mondial et le CDC Paper. Alors, GSQ a reçu le statut d'utilité publique par le gouvernement euh, haïtien. Notre approche est une approche de santé globale et nous avons également été reconnu pour la mise en place d'unités cardiovasculaires, car les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès en Haïti. Le VIH n'est plus la principale cause. Depuis 2021, nous avons créé 10 centres communautaires en raison de l'amélioration de la sécurité dans la capitale, la détérioration de la sécurité dans la capitale. Alors, Port-au-Prince, donc à Port-au-Prince, vous voyez ici comment Haïti a influencé l'esclavage et l'abolition de l'esclavage. Euh, mais actuellement, Haïti est un État en faillite. Nous avons maintenant 30 ans de dictature, nous avons des ouragans, une mauvaise gouvernance, une société civile responsable, élitiste, responsable, élitiste et indifférente, et la montée de gangs extrêmes, de la violence et de la crise humanitaire. Nous avons tous ces éléments troublants. Notre population compte plus de 11 millions d'habitants, dont la moitié souffre d'insécurité alimentaire. L'économie est une catastrophe avec une inflation et une croissance économique négative pendant 6 années consécutives d'ailleurs. Le 21e siècle a été difficile pour Haïti. 10 missions des Nations Unies, 2 tremblements de terre meurtriers. Le premier avait fait plus de 300 000 morts. Et depuis 2018, la sécurité s'est dégradée avec des enlèvements massifs. La situation politique courante permet également aux gangs de contrôler 90% de la capitale. Il y a donc une crise humanitaire et Haïti est plongé dans un état en faillite, avec plus d'1 million de personnes déplacées à l'intérieur du pays, principalement des enfants et des femmes, dont beaucoup ont été déplacés à plusieurs reprises. Les récents événements en Haïti sont également préoccupants. Nous avons une force de police en sous-effectif qui est dépassée par les gangs. Nous avons plus de 50% du système de santé qui ne fonctionne pas et l'accès aux soins médicaux n'a jamais été aussi limité. Notre aéroport international, le principal, donc, est fermé depuis novembre 2024. Nous avons une mission multinationale de soutien à la sécurité dirigée par le Kenya qui a été déployée, mais qui n'a pas d'impact significatif pour l'instant. Je peux vous dire que les sondages du programme PEPFAR au début de cette année, ont mis les patients en- anxieux, ont rendu les patients anxieux et les sites soutenus par le PFR sont très inquiets d'ailleurs. Et dans toutes ces situations, nous voyons que la communauté internationale nous regarde
sans émotion devant notre situation. L'impact de l'insécurité de l'école G est est horrible. 24 employés ont été kidnappés en Scope G, pardon, ça s'appelle le programme Scope G. Veuillez noter que tous ont été libérés sans rançon, mais près de 400 employés ont démissionné et quitté le pays en raison de l'insécurité. Et plus de 450 employés ont été contraints d'abandonner leur travail. Nous assistons à un exode massif du personnel le plus brillant, donc de l'unité et de l'institution. Alors, nous avons pu maintenir les soins et services malgré tout. Nous disposons de 13 sites et centres communautaires offrant des soins à 11% du nombre national de patients qui sont sous ERT. Plus de 15 000 patients reçoivent des soins et des services. La moitié de ces patients sont suivis dans nos sites communautaires et le taux de rétention est un peu plus élevé pour ceux dans les sites communautaires. Veuillez noter à droite que le plafond et ma courbe vous montrent que nous avons pu améliorer la rétention grâce à l'aide alimentaire. Et à gauche, nous avons une couverture plus forte et une séparation pour les patients suivis dans les centres communautaires. Nous avons poursuivi tous nos programmes malgré les troubles civils. Nous sommes le seul laboratoire de niveau de biosécurité 3 fonctionnel en Haïti et ce labo est accrédité. Nous avons le plus grand programme de formation postdoctorale. Nous poursuivons nos essais cliniques avec un taux de rétention de plus de 99% et nous disposons du plus grand et du plus long suivi des maladies cardiovasculaires avec plus de 3000 participants. Nous pouvons aussi maintenir notre modèle de santé mondiale avec un soutien communautaire à plus de 25 000 écoles, les écoles primaires individuelles, offrant une formation à plus de 350 élèves. Nous avons aussi une école professionnelle avec des opportunités d'emploi pour plus de 5 000 femmes et un transfert d'argent liquide à plus de 15 000 bénéficiaires. Sur cette diapositive, vous voyez les publications qui ont été écrites à ce sujet. Ce, ce dont nous devons nous souvenir, c'est que tous les modèles communautaires peuvent aider, même lors de troubles civils. Alors, comment pouvons-nous gérer et contrôler et relever ces défis? Nous maintenons les soins grâce à un plan d'urgence adaptatif. Nous maintenons une communication constante avec le personnel et les patients. Le personnel qui vit à proximité du site peut venir même lorsque l'endroit est fermé. On peut aussi travailler à distance et on a installé des services Starlink dans les centres communautaires. Nous maintenons une réserve de carburant et nous avons décentralisé les visites cliniques avec les agents de santé communautaire. Nous continuons à offrir un soutien nutritionnel et social ainsi que des services aux survivants d'agressions sexuelles. Qui, il y a des microcrédits pour la formation scolaire et professionnelle aussi. Récemment, nous avons pu faire à la pénurie de papier. Ça aura des conséquences sur le programme. La première sera la perturbation des soins et des services et il y aura des perturbations et des 1000 personnes perdront l'accès aux soins avec le risque d'une augmentation des infections, de la transmission, de la résistance au VIH et de la mort. Ça entraînera des reculs de plusieurs décennies de progrès. En résumé, c'est la pire crise humanitaire qu'Haïti n'ait jamais connue. Cependant, GESCO a une longue expérience de travail dans ces conditions difficiles. Notre intervention en matière de soins, de formation, de recherche est toujours opérationnelle car nous disposons d'un plan d'urgence adaptatif. Nos soins de rétention du VIH et de la tuberculose ont été affectés, mais des solutions innovantes telles que les soins de proximité ont permis de soutenir le système de santé. Il s'agit de la résilience. La situation reste désastreuse, mais quand il n'y a plus d'espoir, il faut intervenir. Nous remercions les bénévoles et les patients, le personnel totalement dévoué, les collaborateurs internationaux et nationaux, ainsi que les deux principaux donneurs, Mobile Phone et CDC Paper. Merci.
Merci. Le docteur Patrice, c'est un exemple clair de résilience. Merci beaucoup, docteur Joseph. Nous avons ici une image bien claire de ce qu'est la résilience et de l'aide qui peut venir de certaines associations. Maintenant, nous allons donner la parole au professeur qui travaille à Beyrouth, dans l'université américaine de Beyrouth. Nesrine va nous parler des populations, des soins donnés aux populations déplacées. Allez-y, Nesrine, vous avez la parole. Bonjour, bonjour à tous. Je vais commencer par partager mon écran. Je remercie les organisateurs qui m'ont invité à prendre la parole aujourd'hui. Je remercie les participants et aujourd'hui, je vous parle donc depuis Beyrouth, depuis l'université américaine de médecine. C'est un plaisir pour moi d'être ici après plusieurs mois de conflits et de guerre. Alors pour commencer, je n'ai pas de conflit d'intérêts concernant ma présentation. Je vais vous donner un peu de contexte concernant mes activités, la crise humanitaire que nous vivons ici dans mon pays. Crise humanitaire causée par la guerre, catastrophe ou autres problèmes. Tout cela a un impact important sur le système de santé et a beaucoup affecté mon pays au cours de ces dernières années, notamment en tant que prestatrice d'attention et de soins médicaux à des patients atteints de VIH. J'ai vraiment vu que cette crise peut altérer les services essentiels, les tests, les analyses médicales que l'on doit fournir aux patients. Nous avons vu la même chose lors de la pandémie de Covid-19. Cela affecte également les services de prévention et de soutien. On a aussi vu cela pendant les périodes de guerre et de conflit. Tout cela donc a un impact très grave sur les soins médicaux dans ces domaines. Alors, il y a un rapport de l'OMS de l'année 2023 qui montre que ce type de crises peuvent donner lieu à des résistances face au traitement et autres problèmes de ce type. Alors, pour en revenir à la crise actuelle au Liban, avec la guerre qui a commencé, que nous vivons depuis le mois de septembre 2024, en tant que médecin, je peux vous dire que ça affecte énormément le système de santé au niveau de l'infrastructure, mais aussi parce qu'on a des millions de personnes déplacées et donc cela a un impact sur les services de soins primaires et l'instabilité économique peut aussi avoir un impact important sur tous ces efforts que nous faisons. Les centres de traitement pendant la guerre reçoivent des blessés de guerre, victimes de traumatismes, de violences. Et donc, dans cette situation, on voit que les services de soins primaires sont gravement affectés, par exemple dans le domaine des soins pour le sida, distribution de médicaments ou autres services fournis aux malades, personnes atteintes. Hélas, pendant la crise, notamment en période de guerre, quand on regarde le panorama, on se rend compte qu'on a un problème au niveau des politiques et des financements, car ces conflits armés, se ont lieu dans des pays à revenus bas et moyens. Ces pays n'ont pas de plan de réponse en cas d'urgence pour les personnes atteintes de VIH. Et donc, on doit prioriser les services d'urgence et les traitements des maladies chroniques arrivent en deuxième place dans les soucis, les préoccupations des médecins. Donc, on dépend beaucoup de financement externe, de PEPFAR, etc. Je vais en parler plus tard. On est tous dans des situations similaires, je pense, et on comprend que
la réduction de fonds représente un grave problème pour nous, pour les services essentiels et surtout dans les traitements antirétroviraux. Et ce manque de politique et de financement vont augmenter aussi pendant le conflit, on s'en doute. Et si le financement externe est interrompu, pardon, la situation s'aggrave. Donc, je vous ai parlé de l'impact de tout cela sur les services. Les centres de traitement de VIH ont été fermés à cause de situations de danger physique pour les travailleurs de ces hôpitaux et autres centres de soins. Toutes les ressources des centres de soins ont été destinées aux problèmes liés à la guerre, aux blessés de guerre. On a essayé d'aider les personnes déplacées aussi. Donc tout cela faisait que l'on a arrêté d'offrir des services dans les centres de traitement de VIH et les centres ont commencé à diminuer leurs activités. On a aussi un gros problème de stigmatisation. J'ai travaillé avec des personnes atteintes de VIH à Beyrouth, par exemple, à Beyrouth, et ces personnes m'ont parlé de leur histoire et on a une grave stigmatisation pour ces personnes atteintes de VIH, surtout au Moyen-Orient et au Liban. C'est un grave problème. Et on voit que l'impact de cette stigmatisation en période de guerre, cet impact augmente. Donc les personnes qui fuient les zones de conflit affrontent cette situation, hein, et par exemple, ils doivent parfois interrompre leur traitement. J'ai rencontré des personnes qui n'avaient plus accès à leur traitement parce que leur maison avait été bombardée ou parce que ils ne trouvaient plus donc leur traitement parce qu'ils étaient ailleurs, ils étaient partis, ils avaient quitté leur foyer, ils étaient déplacés et ils étaient dans des centres de personnes déplacées et ces grandes écoles dans lesquelles plusieurs familles vivent ensemble dans ce qui étaient les salles de classe. Tout le monde dort en même temps. Donc, ces patients ne prenaient plus leur traitement de peur d'être détectés comme patients atteints de VIH, de peur que les autres donc les discriminent. Et donc, ça peut être un cas, hein, de stigmatisation que nous avons constaté qui augmente donc dans ce type de situation. Parfois aussi, ces personnes sont déplacés, arrivent dans une autre ville, ne savent pas qu'il y a des services qui sont offerts aux personnes atteintes de VIH malgré les bombardements quotidiens, mais on a encore des centres de soins qui fonctionnent et il y avait des patients qui venaient de zones périphériques du sud du Liban, par exemple, hein, qui nous ont dit qu'ils ne savaient pas où trouver des services de soins pour les personnes atteintes de VIH. Ils savaient qu'il y avait des ONG qui s'occupaient de cela, mais ils ne connaissaient pas l'adresse de ces centres parce qu'ils venaient d'autres villes, hein. Ils ne savaient pas non plus qu'ils pouvaient recevoir un traitement antirétroviral gratuit que pouvait leur fournir le centre de Beyrouth. Et ce qui nous a le plus étonné, c'est que ces patients ne savaient pas comment se renseigner et concernant l'existence de ces centres, hein. Donc, ils n'avaient plus leur traitement, ils n'avaient plus leurs antirétroviraux et ils avaient peur de poser des questions sur les centres de traitement du VIH dans la ville de Beyrouth parce qu'ils avaient peur d'être discriminés. Donc, on voit que c'est un problème clé. Nous espérons que les guerres et les conflits vont arriver à leur fin dans le monde, hein, mais je crois qu'il nous faut tenir compte de tout cela et inclure dans notre kit, dont je vais vous parler dans quelques instants, hein, et lorsqu'on parle de personnes déplacées, surtout pour les personnes déplacées atteintes de VIH, hein, et on doit leur donner ces renseignements pour qu'ils sachent où se rendre, où aller. Je pense que c'est le même problème en Ukraine et dans d'autres pays où on a des conflits de ce type, hein. Donc, je ne vais pas beaucoup parler de la guerre du mois de septembre au Liban,
Les hostilités ont commencé en octobre 2023. Elles ont augmenté graduellement jusqu'au mois de septembre 2024. À ce moment-là, les hostilités sont devenues vraiment très, ont atteint un niveau grave et ont touché toutes les villes du Liban. Donc, on a eu 1 200 000 personnes qui ont été déplacées à cette époque, qui venaient du sud du Liban, se sont réfugiées à Beyrouth et dans le nord du Liban. Donc, nous avons vu beaucoup de personnes déplacées. On a parlé avec des patients atteints de VIH, on a parlé des problèmes qu'ils avaient pour obtenir leur traitement antirétroviral qui n'était pas disponible ou qu'ils ne pouvaient pas prendre pour différentes raisons. On a parlé donc avec ces patients qui étaient réfugiés dans d'autres villes, qui ne trouvaient pas de médecins spécialisés dans le domaine du VIH, qui ne savaient pas où se rendre, à qui s'adresser pour obtenir le traitement. Avant cette guerre, le programme national de SIDA et les ONG travaillaient ensemble au Liban parce que notre pays est un petit pays, notre programme donc touchait 3000 personnes atteintes de VIH et les ONG fonctionnaient très bien avec un bon réseau national et on avait un travail décentralisé avec une distribution de médicaments décentralisée aussi, un petit peu ce qu'on a fait pendant la période de Covid. Alors, le problème, c'est que très souvent, les patients ne savaient pas où se rendre pour obtenir les médicaments, hein. Et on voit que ces informations sont très importantes, notamment dans les régions où il y a des conflits. Il faut expliquer aux patients où est-ce qu'ils peuvent avoir accès à un traitement, à des médecins, et tout cela doit être fait de manière discrète parce que la stigmatisation existe et augmente en période de conflit, en période de guerre. Voilà, c'est important de le dire, hein. Moi, j'ai vécu tout cela, j'ai vécu beaucoup de guerres tout au long de ma vie et je peux vous dire que personnellement, je ne suis pas atteinte de maladies chroniques, mais on a peur. Et je peux vous parler de mon expérience personnelle. On est parfois et, complètement découragé et donc on s'imagine ce qu'est la vie des personnes qui fuient leur lieu de vie et qui ont peur, qui doivent en plus s'inquiéter pour leur maladie chronique, qui doivent chercher un soutien, qui doivent chercher des traitements. Donc on est en train d'essayer de mettre en place un protocole spécial pour les personnes atteintes de VIH qui habitent dans des zones de conflit, mais aussi mettre fin à ce conflit serait très très important. Et je crois que l'OMS et ONU-SIDA doivent présenter des recommandations pour recevoir un protocole standard pour les traitements de ces maladies pour les personnes qui sont en zone de conflit de guerre, hein. Donc cela veut dire avoir un inventaire de tout ce qui est nécessaire euh, en cas d'urgence, hein. Le Covid, euh, les catastrophes nationales, euh, les guerres, donc avoir aussi une certaine quantité de médicaments, avoir des services de soins décentralisés dans différentes villes ou peut-être entre pays aussi pour diviser cela et pouvoir se rendre, parce que des fois c'est difficile d'aller d'un endroit à d'autre, hein. Donc décentraliser et distribuer les traitements, c'est quelque chose de très important aussi. Donc tout cela concerne un projet à long terme avec des médecins, des infirmiers, des personnes de soins primaires pour les patients atteints de VIH et on veut aussi utiliser les systèmes, les outils numériques. Je crois que l'Ukraine a une bonne expérience dans ce sens. Donc je vous ai parlé de ces paquets, hein, de ces outils, hein, de traitement du VIH pour les zones de conflit. On doit aussi donner des informations aux patients
pour leur dire où est-ce qu'ils peuvent trouver ces traitements. On doit aussi travailler à la prévention, hein, pour éviter la transmission verticale. On doit fournir des services de soutien et pour la santé mentale. Et on doit aussi se rappeler que en période de guerre, les violences sexuelles augmentent et qu'il faut aussi s'occuper des survivants de violences sexuelles. On doit utiliser des cadres, hein, dans ce sens. Ces cadres existent et on a beaucoup appris, on doit tenir compte donc de tout cela, de tout ce que nous avons appris dans ces situations de conflit. Nous devons tirer profit de cette expérience maintenant qui peut nous être très utile pour fournir des idées, développer des modèles existants et ajouter et d'autres détails importants, hein. La désinformation est importante. Les cliniques mobiles peuvent être montées en zone de conflit, déplacées. On doit aussi travailler sur les systèmes de télémédecine, travailler avec des ONG qui travaillent au niveau local comme SEDC, MRSA. Ce sont des ONG qui continuent à être présentes et qui travaillent dans les zones limitrophes aux zones qui sont bombardées, hein. Donc, il faut travailler avec eux. On doit continuer à penser à de nouveaux modèles de soins et, et de médecine, hein, pour travailler dans ces domaines. Voilà, je suis à Beyrouth et il- nous basons nous avons bien sûr le soutien de financements internationaux. Nous, pour tout ce qui est de notre soutien, nos fournitures antirétrovirales, et nous basons aussi, nous sommes soutenus par le Fonds global euh, pour tout ce qui est de financement. Eh bien, nous devons développer des partenariats au niveau national, local, avec des partenaires privés, des compagnies pharmaceutiques, pour essayer justement de financer les coûts ART. Et donc, il y a des modèles qui ont réussi. Donc, c'est là une opportunité pour faire de la coopération au niveau transfrontalier. J'ai parlé avec d'autres personnes qui, qui bénéficieraient de services décentralisés, mais ça devient beaucoup plus problématique lorsqu'il y a des gens qui sont déplacés d'un côté ou de l'autre des frontières, d'un pays à l'autre. C'est compliqué. Nous diversifions aussi les sources de financement, bien sûr. Nous devons chercher des donateurs régionaux, bilatéraux, au-delà de USAID. Et voilà, des gens qui pourraient nous aider dans toutes sortes de situations. Bien sûr, en résumé, c'est un appel à l'action, bien sûr. Il faudrait que toutes les guerres s'arrêtent. Bien sûr, ce serait fantastique. Il faudrait que tout le monde puisse travailler, collaborer pour élaborer ces cadres. Déjà, certains sont déjà établis, certains ont déjà été proposés par l'Organisation mondiale de la santé, par pardon, UNAID. Et donc, il faut développer des initiatives plus innovatrices et de livrer des soins, pour livrer des soins et continuer les services VIH antirétroviraux. Et donc, il nous faut bien sûr mettre la priorité sur le côté humanitaire de la réponse pour la santé, pour prévenir des carences dans les traitements. Avec cela, je vous remercie de m'avoir laissé participer. Merci, Nasrine. C'était encore un bon exemple de résilience de la part du Liban. Maintenant, nous allons passer à notre prochain intervenant. Pardon. Il s'agit de Francesco. Et Francesco Segala, qui est médecin spécialiste des maladies infectieuses et qui va nous parler de son projet, Les médecins avec l'Afriquam. Francesco va nous faire une présentation sur l'impact des services VIH dans les situations d'urgence, adapter les programmes pour atteindre les populations vulnérables dans les zones touchées par les conflits et les catastrophes naturelles. Donc, je vais demander à tous les présentateurs de parler un peu plus lentement pour les interprètes. Je vous remercie.
Merci à tous. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Francesca, nous voyons votre écran. Nous voyons vos diapos. Alors, bonjour, bon après-midi à tous. Je suis Francesco Segala et je vais vous parler des activités de Africa Quam. C'est une ONG italienne qui travaille sur la coopération médicale en Afrique. Nous avons vécu plusieurs crises durant la dernière année. Au Mozambique, comme je l'ai vu, j'ai vu dans le chat d'ailleurs qu'il y avait beaucoup de participants du Mozambique. Nous, nous sommes le pays en troisième position pour tout ce qui est des gens vivant avec le VIH. Et le deuxième pays au niveau mondial, donc le deuxième pays pour les nouvelles infections, donc au Mozambique. Alors, 12% de la population vit avec le VIH. C'est une population très jeune, car la moitié des personnes vivant en Mozambique ont moins de 18 ans. Et le taux d'incident est de 3 cas par 1000. Alors, là, en fait, 62% des personnes vivant avec le VIH sont des femmes. Comme vous le voyez sur les graphiques sur l'écran, le nombre de gens vivant avec le VIH baissait durant les 10 dernières années. Et durant les 6 dernières années, les chiffres sont stables. Mais malgré, comme on l'a dit tout à l'heure, malgré que la population pour le VIH au Mozambique est donc très jeune, on parle presque d'adolescents entre 15 et 19 ans. Et c'est pour ça que Quam focalise plus ses activités sur cette population-là. Voilà, Quam euh, travaille dans ces régions, Sofala, Beira. Alors, nous avons SAGE, qui est le service des amis des adolescents et des jeunes. Donc, voilà l'acronyme SAAG. SAAJ, pardon. Et ce sont des services qui fournissent des soins à VIH qui ciblent spécialement les adolescents et la population plus jeune. Et il y a les activités Quam qui livrent bien sûr des services dans le contexte où nous avons beaucoup d'activités pour sensibiliser. Il y a d'ailleurs beaucoup de stigmas dans ce sens. Les services fournis par Quam incluent la sensibilisation collective, de la psychologie clinique, il y a des conseils individuels du testing, des tests, du soutien technique sur la gestion clinique et aussi les services d'urgence. Alors, la première urgence, enfin, désastre, le premier désastre durant la période dont on discute, c'était la plus grande crise, le plus grand désastre. Tout le monde connaît très bien que nous savons, tout le monde sait très bien que nous avons eu le cyclone Idai qui qui est arrivé sur la ville de Beira en 2019. Ça a été un phénomène majeur lié bien sûr à la crise climatique. Et pour ce qui est de la City de Beira, toute la population a été impactée par ce cyclone. 446 personnes sont mortes, 60 000 maisons ont été endommagées, ou pratiquement toutes détruites d'ailleurs, beaucoup d'entre elles. Et on a aussi perdu toutes les archives VIH. Tout cela a été, tout cela, tous les services ont été perturbés, bien sûr. Alors, Quam pour réponse, dans cette circonstance, a dû suspendre les soins pour le VIH et
et employer, donc réemployer, reformer les travailleurs d'urgence pour les besoins d'urgence. Les, donc, au début du cyclone, de l'ouragan, cela voulait dire qu'il fallait se focaliser sur la prévention des maladies propagées par l'eau. Il fallait une réponse collatérale euh, parce qu'il y avait beaucoup d'infections, de maladies infectieuses qui arrivaient par l'eau. Donc, beaucoup de services proposant des soins pour le VIH ont été donc temporairement perturbés ou interrompus, pardon. Ils ont été restaurés quelques mois plus tard. Alors, voilà, c'est un exemple qui montre qu'il faut investir dans les travailleurs communautaires. C'est ce qu'on fait, nous, à Guam, et c'est très utile. Et lorsqu'il s'agit de résilience, nous sommes prêts à agir lors de désastres tels que celui-ci lié au climat. Alors voilà donc un aperçu rapide, bien sûr, de ce que nous avons vécu durant la COVID-19. Durant cette période, comme a fait conduit des recherches opérationnelles, a analysé l'impact de la COVID, l'impact de cette pandémie. Alors, le premier cas de COVID-19 au Mozambique, c'était en mars 2020 et la pandémie a été déclarée en avril 2022 en Mozambique. Vous voyez que les services VIH ont été vraiment impactés au début de la pandémie, mais ils sont revenus en ligne assez rapidement à la normale, si vous voulez, même si un nombre de patients euh, qui étaient testés pour le VIH, ce chiffre a augmenté à la fin de la pandémie. Dans ce cas-là, nous avons exploré un peu des méthodes de recherche opérationnelles. C'était un peu le pilier de nos activités Quant. Nous avons exploré quelles étaient les limites ou les défis. Nous avons parlé aux facilitateurs de soins à VIH dans le contexte de la COVID. Pour ce faire, et nous avons parlé aussi de la distanciation physique lors de la COVID. Nous avons parlé des stigmas et bien sûr des soins portés aux patients VIH. Et bien sûr, il y a cette question de peur, de stigma, qui est souvent la cause de la perturbation. Bien sûr, c'est très important de noter après ce qui s'est passé en Europe et dans les pays du Nord global, les grands pays du Nord, aussi au Mozambique, hein, la COVID, la pandémie de la COVID, eh bien, a apporté aussi beaucoup de problèmes au niveau de la santé mentale. Et dans ce contexte, on a des gens atteints de VIH qui vivent avec le VIH, qui sont assez fragiles et qui portent bien sûr la pression avec eux, cette pression, cette stigmatisation et donc, c'est pour cela que principalement, Quam a mis en œuvre ce qu'on appelait des coins de communication, des petits endroits où les gens pouvaient venir parler de leur peur, venaient parler de leur perception et donc aussi en même temps recevoir de l'éducation sur la COVID. Et bien sûr, maintenant, quelques mots sur la crise la plus récente. C'est pas quelque chose qu'on peut complètement comparer à un désastre naturel ou à une pandémie, mais ça a un impact profond sur le Mozambique, justement, sur l'épidémiologie VIH et aussi sur les soins donnés aux gens portant le VIH et surtout sur la dépendance qu'on a de ce programme. Comme vous le voyez, 82%, la 80%, donc 8 personnes sur 10 vivant avec le VIH euh, dépendent de certaines installations médicales ou de soins. 66% des dépenses pour le VIH sont fondées par Medfer. Et 20 000 personnes de la communauté, et cela commence par les 20 000 personnes qui travaillent dans les soins. Et donc, comme les collègues l'ont mentionné tout à l'heure, les effets de ces ordres exécutifs sont
partiellement atténué par par certaines notions, certaines directives, mais malgré tout, nous savons très bien, à travers nos partenaires locaux et nos ONG qui travaillent sur le terrain, que il y a beaucoup de ces infirmières, par exemple, qui ne sont pas revenues au travail. Les personnes qui collectaient les données sont revenues travailler, mais pas tous. Doucement, ils rentrent, ils reviennent, mais je ne sais pas combien de temps situation va durer. Cela va poser des perturbations importantes dans tout ce qui est de l'approvisionnement et aussi l'approvisionnement des médicaments. Et donc, la chose la plus importante dans tout ça, pour ce qui est de la perturbation, il s'agit des travailleurs communautaires au Mozambique. Ils jouent un rôle important dans le partage des évidences ou des preuves ou des données, et parce que c'est eux qui font le suivi. Donc, dans la réponse dans ce cas, la réponse de Guam et des autres services humanitaires, donc autres ONG, c'est que c'est une réaction plus ou moins opposée par rapport à ce que j'ai décrit pour la situation du cyclone. Ils avaient des gens qui avaient des, des positions dédiées. Donc les gens sont redirigés vers d'autres positions et ça peut être contre-productif, hein. Donc, par exemple, il y a la livraison de médicaments qui va être perturbée. Et donc là, il va y avoir un manque de confiance en l'institution, surtout les institutions américaines, et cela va poser vraiment, vraiment beaucoup de problèmes. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. J'ai terminé ma présentation. J'espère pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Et à nouveau, je vous remercie de votre invitation. Merci, merci beaucoup Francesco. Il y a des questions que nous lirons après la prochaine présentation. Nous allons maintenant donner la parole à Tetiana Desco, directrice de programmes internationaux pour la santé publique en Ukraine. Elle va nous parler de la médecine en période de conflit. Et merci, merci beaucoup. Il y a 3 ans déjà que la Russie a commencé ce conflit qui a provoqué une tragédie humaine inimaginable. Depuis que l'Ukraine a pris son indépendance, la moitié de sa population vit en Ukraine et 20% de ce territoire est occupé par la Russie. Un centre de santé sur 10 a été détruit par la guerre et nous avons eu une migration très importante au sein de l'Ukraine avec 6 millions de personnes déplacées internement et 8 millions de personnes qui ont quitté l'Ukraine. Dans ce contexte, il y a des craintes graves d'avoir de nouveaux cas de VIH, mais ça n'a pas été vraiment le cas. On peut dire que l'épidémie de VIH en Ukraine est relativement bien contrôlée. Dans le contexte, on a donc des tests, hein, on constate qu'il y a moins de cas de VIH parce qu'il y a moins d'habitants d'abord, mais si on considère le nombre de patients atteints sur 100 000 personnes, on constate qu'il y a moins de primo-infections. Par conséquent, moins d'infections qui surgissent. Alors, comment est-ce possible dans un contexte aussi difficile? Eh bien, d'abord, cela est dû aux efforts qui ont été faits pour maintenir et augmenter la réponse face au VIH. Il y a des programmes qui se constatent là-dessus, des tests, un niveau de test, hein, d'analyse qui est très élevé, de contrôle, et on peut aussi offrir des services pour faire un dépistage auprès des personnes atteintes de VIH. On fait un travail au niveau des réseaux sociaux, on a fait des séminaires
sur les réseaux sociaux. Je salue d'ailleurs les membres qui ont participé à ces séminaires. On travaille aussi avec l'intelligence artificielle pour ce dépistage de cas de VIH. On a détecté 15 000 nouveaux cas de VIH pendant la guerre de cette manière et ces personnes ont commencé à recevoir le traitement. L'Ukraine augmente son service de PrEP pour toucher davantage de personnes auprès des populations clés. Notre objectif est d'augmenter ces programmes PrEP en Ukraine. 70% des personnes qui ont commencé à utiliser le PrEP en Ukraine pendant la guerre l'ont fait grâce à notre programme de APH. Et la réponse qui a été donnée pour les personnes clés concernant le VIH a été seulement un petit peu réduite pendant la première année de guerre, mais les services ont augmenté ensuite en 2023 et en 2024. Et on peut dire que pratiquement 300 000 personnes qui appartiennent à cette population clé continuent à recevoir des services. On parle de personnes trans, par exemple, et on a donc une augmentation de la prestation de services, ce qui a permis de contrôler l'épidémie de VIH dans ces groupes spéciaux. On a aussi fait d'autres choses qu'on n'avait pas fait auparavant, avant la guerre, qui nous aident à augmenter notre réponse efficace au VIH en Ukraine. Je vais vous donner quelques exemples. À cause de cette migration qui a eu lieu en Ukraine et au cours des premiers mois de la guerre, je dirais que sur les 130 000 personnes qui recevaient un traitement en Ukraine, 30 000 avaient été perdus de vue. Il fallait continuer à garantir que ces personnes continuent à accéder à ces services en Ukraine et à l'étranger. Donc, on a créé un service qui s'appelle Help Now, qui est une combinaison de bases de données de contacts de VIH et de services OAD, de thérapie avec différents traitements, et on entrait en contact avec ces personnes à travers une ligne d'assistance téléphonique, à travers donc différents systèmes qui nous permettaient de contacter ces personnes. On proposait des consultations en ligne. On a eu un groupe de 27 médecins spécialisés en maladies infectieuses qui ont fourni des conseils aux patients parce que très souvent, on avait un problème un problème linguistique aussi, parce que ces personnes, avaient habité dans d'autres pays dans lesquels ils ne parlaient pas les langues. Donc, on a eu 40 000 demandes qui ont été satisfaites, et ces demandes venaient de personnes atteintes de VIH qui avaient été déplacées et qui, donc, avaient des problèmes de traitement et autres. On a mis en place un service et un programme de télémédecine pour ces personnes. On a, on a réussi à obtenir une licence pour obtenir ce type de service, et on a fourni de plus en plus de services en ligne, des consultations médicales, des consultations psychologiques, des réunions avec des travailleurs sociaux, des psychologues. Tout cela a pu être fait en ligne grâce à ces systèmes, et on travaillait avec ce que l'on appelle des boîtes d'aide. Ce sont des boîtes qui contiennent ce dont les personnes ont besoin, des seringues, de l'alcool, des prophylaxiques, des tests pour analyse VIH, tout ce qui est nécessaire pour les personnes qui se droguent, etc. Donc, on envoie cela par courrier aux personnes qui le demandent. Et je dirais que la demande de services dans ce domaine a beaucoup augmenté, et surtout, ces demandes viennent beaucoup de jeunes, donc c'est un service qui a eu beaucoup de succès. On est en train d'offrir un service automatisé de de consultation. On voudrait mettre en place un système de travailleurs sociaux virtuels qui travaillent de manière indépendante pour que les personnes qui consultent puissent consulter malgré leur situation, que ce soit dans un refuge ou autre. Donc, on a
grâce à ce système d'intelligence artificielle, la possibilité de fournir des renseignements sur l'hépatite C, la tuberculose, le VIH-Sida, les problèmes de santé mentale, etc. Ce système a été mis en place et lancé au mois d'octobre. Il y en a déjà 30 000 personnes qui ont contacté le système, hein. Nous pensons que c'est un système qui va être très utile, hein, dans le futur. Une partie de la population a décidé de rester dans les endroits où ils habitaient, des endroits qui sont dangereux, qui sont près de la ligne de feu et où il y avait très peu de services de santé. Donc dans ces cas-là, nous avons un service d'assistance primaire et un service de traitement du VIH. Dans ce contexte dans lequel les personnes sont près du front, hein, l'infrastructure de santé et des fois n'existe pas parce elle a disparu, elle a été bombardée, parce que les médecins ont quitté les lieux ou d'autres raisons, et la population se retrouve sans service médical. Donc nous avons un système de clinique mobile avec un personnel médical et depuis décembre 2022, nous offrons un service de traitement pour le VIH, la tuberculose, service de santé primaire. On fait un dépistage diagnostic, on fait aussi des traitements, on a aussi un système pour faire des échographies. On a commencé à offrir des services gynécologiques. Donc, on a une quarantaine de cliniques mobiles qui fonctionnent en Ukraine, près du front. Et on a fait pratiquement 500 missions avec 20 000 patients qui ont été touchés dans 320 et quelques lieux très difficiles d'accès. C'est un projet qui a été très important et la population nous remercie en permanence, hein, parce que très souvent ce sont des personnes âgées, mais dans certaines communautés, il y a des personnes qui ont des enfants petits et qui ont décidé de rester sur place et par conséquent, il est très important de leur offrir ces services. Et puis, dans les situations de conflit, il y a aussi de nouveaux groupes de personnes qui surgissent, beaucoup d'handicapés qui ont des besoins spéciaux, des personnes qui utilisent par exemple des chaises roulantes auxquelles il faut fournir des soins spéciaux en tenant compte de leurs besoins au quotidien. Dans certains cas, la population a été déplacée, on doit leur offrir refuges, des refuges spéciaux pour ces personnes déplacées et handicapées ou des personnes appartenant au groupe de LGBT ou des personnes qui utilisent des drogues et qui ne sont pas acceptés dans d'autres refuges. On a créé donc 26 refuges depuis les premières années de la guerre. Lorsque les personnes se trouvent dans ces zones de conflit, hein, et nous demandent des médicaments, des préservatifs, des aliments, nous travaillons avec d'autres agences humanitaires pour leur offrir le plus grand nombre possible de services. Nous avons donc travaillé avec ces personnes auxquelles nous avons fourni ce dont ils avaient besoin à travers différents systèmes, drones et autres. On les aide à trouver ce dont ils ont besoin. On crée des centres communautaires pour qu'ils puissent aller se nourrir. On essaie de trouver donc des systèmes pour les aider au quotidien. Dans certains endroits, le nombre de personnes qui avaient besoin d'un soutien était tellement élevé, hein, que, par exemple, on a des personnes qui demandent des services PrEP dans certaines régions d'Ukraine où, où beaucoup de gens vivent dans une situation de guerre, hein. Donc, il est difficile de travailler, difficile de trouver des médecins, des travailleurs sociaux, hein, pour s'occuper de ces patients. Donc, je dirais que les traitements d'action prolongée ont été très importants en Ukraine. On a reçu des dons de CAB d'action prolongée, de PEPFAR
100 patients ont déjà reçu 2 doses d'une injection de Kabbalah et ça a été très efficace parce que cela réduit la charge de travail du personnel médical, mais aussi parce que les patients ne doivent pas prendre des comprimés au quotidien ou recevoir un traitement au quotidien. Et pour conclure, je dirais que j'en ai terminé avec les diapositives. Lorsqu'on parle de recherche en période de guerre, je dirais que nous avons fait des recherches. Hein, on a cherché quelles étaient les priorités de service, par exemple pour les populations clés, et les analyses de SIDA étaient un point qui était très important avant la guerre, mais qui a perdu sa priorité pendant la guerre. Il y a d'autres services qui sont devenus plus importants. Mais je dirais que maintenant, nous sommes en train de faire des recherches avec différentes universités pour voir quels ont été les changements concernant les conduites de risque de populations qui ont émigré. Et on est en train de collecter des données, de les analyser, mais on a constaté que les hommes, avant de partir à la guerre, ne font ne prennent pas soin de leur santé. Et les femmes déplacées ont aussi des attitudes donc qui font qu'elles se mettent en danger. Et on doit travailler donc sur ces questions de prévention, hein. Les gouvernements, euh, le, le- ce que le gouvernement des États-Unis a fait est très important pour nous, puisque le PEPFAR finançait toute une série de traitements antirétroviraux pour 130 000 patients en Ukraine et par conséquent, nous attendons le prochain traitement. Nous espérons qu'il arrivera lorsque nous en aurons besoin. Nous avons reçu un ordre d'interruption des activités. Cette interruption a eu lieu, mais depuis, ensuite, il y a eu des améliorations. On travaille actuellement pour essayer de contacter des patients atteints du VIH et de leur offrir un traitement. Dans notre situation, les vannes mobiles ont été très, très importants. Les services de soins primaires et intégrés aussi ont été importants. Le travail numérique a été très important. Nous avons pu atteindre beaucoup plus de personnes, les personnes qui sont déplacées surtout, et les groupes de jeunes. Et les traitements à long terme aussi importants, et ça devrait être un peu plus étendu. La santé mentale, c'est un défi massif. Nous cherchons bien sûr à faire face à cela. Il y a aussi des initiatives au niveau local, ce qui a été très important pour répondre rapidement à cette situation qui est tellement dynamique. Et j'apprécie vraiment l'effort qu'ont fait les Ukrainiens et votre soutien par rapport à votre travail. Et j'espère que nous allons pouvoir résoudre cette crise très bientôt. Beaucoup d'entre nous en ont besoin. Merci. Merci, Tatiana, d'avoir partagé votre travail sur le travail que vous faites en Ukraine. Et bien sûr, je vais faire écho à ce que vous dites, car nous espérons que ce conflit soit résolu plus tôt que plus tard. Et je voudrais remercier tous les présentateurs qui ont partagé tous leurs exemples d'innovation, de résilience lors de ces crises humanitaires et de ces crises de conflit. Voulez-vous maintenant bien envoyer vos questions dans la boîte questions-réponses que vous trouvez dans votre écran. Et donc, nous avons reçu plusieurs questions et nous allons pouvoir parler de cela maintenant. Je vous demande de ne pas parler trop vite pour que nous puissions permettre aux interprètes de mieux travailler. Alors, je vais passer à la première question. Première question s'applique à tous les présentateurs. Alors, EDLAC, on parle du, le,
la saga qui nous vient des USA, l'impact que ça, des États-Unis, l'impact que ça a sur les services euh, pour le VIH et surtout ce qu'il s'agit des crises humanitaires dans les périodes de conflit. Nous allons demander avec le docteur Patrice de nous en parler. Merci pour la question. Du côté d'Haïti, nous allons utiliser cette perspective d'un côté positif, hein. Nous avons besoin de soutien de la société civile. Et c'est quelque chose sur lequel nous travaillons avec les associations VIH. Et ce que je voulais souligner, c'est que nous avons pu survivre à travers la collaboration, pas seulement avec d'autres partenaires, mais nous avons aussi impliqué la société civile. Je peux vous dire que nous avons demandé à toutes les sociétés, les associations VIH qui travaillent avec nous de manière volontaire, euh, nous avons demandé leur participation, ils ont accepté. Nous avons plusieurs personnes qui ne peuvent pas euh, être soignées. Je peux vous dire que d'un côté volontaire, bénévole, nous avons une bonne réponse. En fait, nous avons une meilleure collaboration de la société civile et nos citoyens sont impliqués dans cette initiative. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres commentaires du docteur Nesri? Très bien. Bon. Docteur Francisco, vous voulez rajouter quelque chose? Très bien. Tatiana? Oui, si je pouvais, je le ferais. D'accord, oui, d'accord. Il est difficile de remplacer les financements venant des États-Unis, mais il est tout de même très important de continuer à travailler sur là-dessus en attendant pour nous assurer que les programmes existants continuent, les programmes essentiels continuent. Il y a 90 jours pour évaluer ces programmes. Il est donc important que nous continuons à travailler sur cette question et nous y portions une très grande attention. J'espère que tout cela va être résolu d'une façon positive. Il y a d'autres sources de financement, donc il nous faut absolument diversifier ces financements. Nous sommes en contact avec d'autres donateurs en relation à ce travail qui est fait pour le VIH, mais aussi en Europe de l'Est et en Asie centrale. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur cela et il y a d'autres sources de financement que nous pouvons rechercher pour continuer à travailler sur ces problèmes critiques. Et il y a une compréhension maintenant hein, sur le sujet. Donc, il nous faut trouver, mobiliser des ressources locales. Et donc, c'est un grand défi. En Ukraine, 60% du budget national est porté sur la défense. Donc, il nous faut trouver d'autres sources nationales. Merci, Tatiana. On va parler directement à Nasline. Alors, c'est une question qui est-ce que c'est un paquet, est-ce que c'est un paquet intégré de services pour les cas de conflits humanitaires ou oui, elle en Nesrine au micro. Donc, merci, oui. Vous parlez du paquet intégré pour les services, c'est ça, en termes de services VIH. Oui, c'est ça. Donc, il y a un cadre et un kit qui a été proposé, qui a été mentionné par l'OMS et UNAIDS. Et donc, il y a des documents qui sont référenciés pour fournir des services, un espèce de kit avec des services intégrés pour les personnes vivant avec le VIH durant les crises humanitaires. Donc, je pense que ces kits sont disponibles. Cela va dépendre du contexte, de la situation. Et par exemple, la situation au Liban est différente de celle de l'Ukraine, même si les deux guerres sont en cours en même temps, si vous voulez, mais il est important d'utiliser toutes ces ressources pour s'adapter au contexte local. Cela, encore une fois, est très important. Mais je pense que si vous revenez vers la question, pour pouvoir répondre sur cette question du financement, donc il nous faut repenser la manière dont nous travaillons.
vraiment. Il y a, d'ailleurs, il nous faut focaliser sur les services essentiels. Ça, c'est important. Alors, la chose la plus essentielle, c'est l'approvisionnement des médicaments antirétroviraux, pardon. Vous pouvez décentraliser pour distribuer les médicaments. Vous savez, l'expérience dans mon pays, c'est qu'on ne teste seulement qu'une fois par an. Mais je suis sûre que l'expérience est la même dans le monde entier. Nous devons vraiment simplifier les choses pour maintenir les services les plus essentiels essentiel, pardon. Et la chose la plus primordiale, c'est la thérapie. Donc, trouver des manières créatives de distribuer les médicaments gratuitement aux personnes vivant avec le VIH. Et ça, je pense que c'est la priorité, comme je le vois dans d'autres endroits. C'est important en Ukraine. On ne voit pas une grosse augmentation de nouveaux cas, mais c'est parce que justement, on a pu maintenir la distribution de ces médicaments. Et ça, c'était essentiel, n'est-ce pas? Merci. Je pense que c'était la bonne réponse. Et il y a une autre crise humanitaire qui a lieu en République démocratique du Congo et il y a des guerres qui continuent et qui il y a aussi beaucoup de personnes qui sont exposées à de l'abus sexuel et qui apportent d'autres maladies. Comment est-ce qu'on peut répondre à cette situation et s'assurer que ces effets soient renversés, si vous voulez? Est-ce que c'est une question ouverte à tous? Alors, bien sûr, vous pouvez vous baser, par exemple, aux leçons apprises dans vos contextes. Je ne sais pas, je ne sais pas si les autres panélistes, elles veulent continuer et répondre, mais moi, la violence sexuelle n'était pas une question sur laquelle je me suis impliquée récemment, durant cette dernière guerre, hein, cette guerre plus récente, mais je peux imaginer intégrer ces services liés aux abus sexuels et aux services existants pour le VIH. Eh bien, ça doit être fait, ça a déjà été fait dans d'autres conflits. L'intégration des services est essentielle et communiquer. Ah, d'ailleurs, il y a un commentaire dans les questions-réponses sur le sujet et il faut vraiment se porter de plus en plus sur les services de soins primaires. Il faut pouvoir prévenir et fournir tout ce genre de soins pour tout ce qui est du VIH et des maladies transmissibles, sexuellement transmissibles. Donc, l'idée, c'est de centraliser. Et ça, c'est aussi le problème. Il faut centraliser ces services essentiels pour pouvoir atteindre ces personnes qui ont besoin de ces services. Et ce sont des personnes qui vivent loin ou qui sont un peu perdues, qui ne savent pas où sont les services fournis. Il faut que ces soins soient intégrés avec les soins de santé primaire et je pense que ça pourrait être une bonne solution pour avancer. Il faut augmenter l'apprentissage, la formation, il faut fournir des soutiens de télésanté pour nos collègues dans tous les centres de santé primaire. On doit se reposer de plus en plus sur les services de télésanté. Encore une fois, durant les guerres, on ne peut pas bouger, on ne peut pas se déplacer. On connaît tout le monde connaît ce problème. Oui, quelque chose à rajouter, Francesca, puisque Francisco, vous travaillez en Mozambique, et avez-vous quelque chose à partager? Lorsqu'il s'agit de l'abus sexuel ou de la violence sexuelle dans les zones de conflit, eh bien, je pense que toutes les obstacles qui empêchent l'accès à la thérapie et aux soins VIH augmente et le niveau de vulnérabilité aussi augmente.
de mon côté, aussi par rapport au travail de mes collègues de Kouane, qui travaillent dans la partie nord du Mozambique, Cabo Delgado. Ça, c'est une zone qui est affectée qui est impactée depuis 2017. Eh bien, bien sûr, la solution qui aura un plus grand impact, ce serait d'arrêter ce conflit en général, surtout pour ce qui s'agit du Congo. Et là, dans ce cas, je sais que la violence sexuelle est utilisée en tant qu'arme, une arme de guerre. Donc, il s'agit vraiment là d'une question d'arrêter cette violence sexuelle en tant que euh, arme contre la société civile. Moi, en tant que travailleur dans l'humanitaire, en tant que docteur, je pense qu'il nous faut agir, même d'ailleurs durant les moments de paix, et il nous faut travailler sur les soins routiniers. Il faut construire, développer cette culture de communication, cette culture de communication. Il nous faut parler de la culture de prévention. Il faut permettre aux hommes et aux femmes, aux survivants, qu'ils soient femmes ou hommes, il faut les habiliter, les responsabiliser pour qu'ils puissent avoir accès aux soins, aux soins et à la prévention surtout. Hum. Il y a aussi là une question de santé mentale. Et donc, en tant que travailleur humanitaire, il nous faut nous focaliser sur la communication de ce message. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole sur ce point-là? Si vous me permettez, je voudrais dire que dans la situation de réponse au VIH dans les zones de conflit, nous avons très peu de ressources. On a moins de ressources qu'avant. Il y a un grand besoin qui augmente. Par conséquent, il est très important de parvenir à une bonne efficacité. Et dans notre cas, cette efficacité a été liée à l'intégration de services, le fait de combiner le VIH avec les maladies, les infections de transmission sexuelle et autres maladies, garantir que l'on utilise les fonds de la manière la plus efficace possible. Et on utilise l'intelligence artificielle dans ce sens, et c'est très utile, de façon à ce qu'on ait moins besoin de présence physique des médecins. On peut avoir des fournisseurs qui soient formés, hein, et il est sûr que tout ce qui concerne les traitements d'action prolongée peuvent aussi réduire la charge qui existe ici, hein. Alors, on a demandé combien de temps l'Ukraine avait mis pour créer ces services que j'ai présentés. Et je dois dire que certaines des solutions numériques qui utilisent les réseaux sociaux, la télémédecine, hein, ces solutions que j'ai présentées, nous ont impliqué plusieurs semaines de travail. On a commencé à faire cela en utilisant les réseaux professionnels qui existaient déjà, et les autres services ont requis davantage de temps, mais je dirais que l'année 2022 a été l'année au cours de laquelle nous avons fait la plupart des travaux et des progrès que je vous ai présentés. Alors la prochaine question est destinée aussi à Tatiana. C'est une question qui porte aussi sur la situation post-guerre, avec une augmentation des taux de personnes atteintes de VIH. Est-ce que vous avez vu une augmentation? Pour le moment, nous n'avons pas vu d'augmentation du taux de VIH. Nous espérons que grâce au grand effort qui a été fait pour contrôler l'épidémie et continuer les services offerts et les services qui étaient déjà offerts avant la guerre, continuer à offrir ces services, mais augmenter aussi ces services en utilisant les services que nous avons développés. Nous avons pu le faire grâce au soutien des donateurs internationaux dont dépend beaucoup l'Ukraine. S'il y a des changements dans ces soutiens, nous n'allons pas pouvoir continuer à offrir le même niveau de réponse, et je
pense qu'on va voir une augmentation du nombre de personnes infectées de VIH. Par conséquent, cette année, nous avons vécu une crise qui a été très inquiétante. On espère qu'on va pouvoir continuer à fournir le soutien que nous avons fourni jusque-là. On comprend aussi qu'il y a de plus en plus de besoins concernant des choses telles que les soins offerts aux personnes qui consomment des drogues, les soldats, les vétérans et les personnes qui rentrent de la guerre. 10% de personnes qui reviennent de la guerre souffrent d'addiction à la drogue ou souffrent d'alcoolisme et on a du mal à répondre à leurs besoins, aux besoins de ce groupe de risque. Donc il nous faut continuer à faire ce que nous faisons actuellement, mais il faut continuer aussi à tenir compte de ces nouveaux besoins. Si cela est possible, nous pourrons continuer à contrôler l'épidémie comme nous le faisons actuellement. Une nouvelle question destinée à Patrice. Outre la crise immédiate et l'urgence et qui existe au niveau de la population jeune concernant la violence, l'utilisation de drogue et autres problèmes. On constate donc qu'on a une population de risque qui augmente et comment est-ce qu'on peut offrir des soins et un service de prévention. Alors merci beaucoup pour cette question. Notre programme concernant le VIH a été intégré à un autre programme qui travaille sur la prévention et nous travaillons en association avec d'autres organismes qui travaillent sur le VIH. Vous savez peut-être que en Haïti, nous avons un gros problème de violence. C'est un problème grave et nous avons une augmentation de l'épidémie. Il y a une alliance entre secteur public et secteur privé qui permet de réduire la prévalence du VIH, mais nous devons continuer à travailler davantage avec les populations clés, hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, population donc de travailleurs sexuels. On travaille avec le ministre de la Santé, le ministère de la Santé et avec des associations de patients pour pouvoir nous concentrer sur les groupes à risque. Nous avons aussi vu un grand impact concernant les patients atteints de tuberculose et de VIH. Les adolescents aussi sont un point sur lequel nous devons nous centrer, une population sur laquelle nous devons nous centrer. Et nous avons de grandes préoccupations dans ce domaine parce que nous recevons moins de fonds. Nous devons travailler en contact les uns avec les autres pour commencer à essayer de développer un système efficace en Haïti. Merci beaucoup. Nous sommes en train d'arriver à la clôture de la réunion. Je vais vous donner 1 minute à chacun pour faire des commentaires de clôture. Tatiana, allez-y. Merci beaucoup. Je dirais qu'aujourd'hui, nous avons besoin de plus en plus de parler de ces conflits qui appartiennent à notre routine quotidienne et dans notre région. On doit aussi parler de Covid, de santé et en général, et tout cela dans un contexte de guerre. Donc nous espérons que ce conflit va pouvoir se résoudre de manière juste, mais nous pensons aussi que toute cette résilience dont nous avons fait preuve va nous permettre de créer un système de santé qui sera plus efficace, qui aura davantage d'impact et qui nous permettra d'être encore plus résilients. Donc je pense que tous ces défis vont nous rendre plus forts et vont nous permettre de gagner dans les domaines de la santé et dans les zones où il y a des conflits armés et autres. Merci, merci beaucoup. Francisco, allez-y. Je pense que c'est une occasion ici pour moi de vous parler de quelque chose qui m'inquiète beaucoup et qui m'affecte énormément parce que je pense que la crise du climat, entre autres crises, est une crise qui multiplie les menaces. C'est comme ça que les Nations Unies l'ont défini d'ailleurs. Donc cette grande altération, ces grands changements de notre climat, de notre
lieu de vie, hein, et à cause de l'utilisation de combustibles fossiles, tout cela donc donne lieu à cette crise climatique qui va provoquer davantage de crises, hein, parce que ça implique la déforestation, l'augmentation de l'urbanisation, les pandémies, les risques de pandémie, on a un problème politique aussi, problème de ressources, un problème de disparité sociale, de tension sociale, tout ça crée des conflits. Donc, on a et, tout- toutes les communautés scientifiques qui doivent se réunir pour analyser ces questions de crise, hein, pour voir quel est le futur qui nous attend. Et je dirais que nous devons créer un nouveau cadre de travail, et puisque nous travaillons dans un cadre différent dans lequel les crises humanitaires vont être de plus en plus fréquentes, il faut le savoir. Donc je crois qu'aujourd'hui nous avons une occasion ici de travailler avec les communautés qui s'occupent de patients atteints de VIH. Nous devons penser au financement, aux fonds disponibles, aux stratégies pour pouvoir résoudre les problèmes humanitaires qui vont augmenter dans le futur. Merci beaucoup. Francisco Nesrine, allez-y, vous avez la parole. Merci. Je pense que les points les plus importants ont déjà été mentionnés et je pense que nous devons travailler ensemble pour augmenter notre efficacité et je pense que les personnes et l'intérêt des personnes et des patients, hein, doit être notre priorité. Les droits de l'homme aussi, hein, les droits humains, hein, sont des points fondamentaux quand on parle de guerre, de changement climatique, de catastrophes naturelles, etc., hein. Nous constatons que nous vivons dans un monde de plus en plus fragile, de plus en plus instable, et nous devons travailler tous ensemble en coopération et apprendre les uns des autres pour surmonter toutes ces difficultés. Merci, merci Patrice, merci à nouveau à tous. Et je dirais que et je pense que la révolution d'Haïti a été très importante et a beaucoup influencé l'histoire de l'humanité. Actuellement, Haïti affronte une crise humanitaire, des problèmes sociaux et politiques qui affectent tous les programmes. Hélas, comme je l'ai dit, la communauté internationale observe tout cela, mais sans prendre parti et sans euh, s'occuper de tout cela, hein. Donc, tout cela risque d'affecter la région, le problème de VIH risque d'affecter toute la région. Nous devons avoir une approche au niveau mondial pour être plus efficace face à l'épidémie de VIH. Merci, merci beaucoup à tous. J'espère que nous allons pouvoir tirer profit des présentations que euh, les présentateurs ont fait. Nous avons entendu des paroles d'encouragement, de félicitations. Nous les félicitons. Donc nous félicitons les orateurs, les intervenants pour leur travail, pour leur présentation. Ce matériel va être partagé avec tous les participants. Je vous remercie tous. Il reste bien sûr encore des choses à dire. Si vous avez des initiatives dont vous voulez nous faire ou que vous voulez nous faire connaître, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires. Si vous avez des choses à ajouter, des questions à faire, et vous pouvez aussi nous les envoyer et nous les ferons parvenir aux présentateurs. Vous avez un courrier électronique dans le chat, hein, et qui figure donc ici que vous pouvez utiliser pour nous envoyer vos doutes. Et puis, je voulais aussi vous dire que le 5 mars, nous allons organiser un autre séminaire pour les leçons apprises du Zimbabwe concernant la criminalisation du VIH. Voilà. Il y aura un service d'interprétation en espagnol et en français. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez utiliser le code QR que vous voyez ici sur l'écran. Nous vous remercions pour vos commentaires qui nous aident beaucoup au niveau du IAS. Vous avez aussi un lien
pour une enquête que nous allons mettre dans le chat et vous pouvez répondre donc aux questions de cette enquête. Voilà, nous en avons terminé. Cet enregistrement restera à votre disposition sur le site du IAS. Nous vous remercions beaucoup pour cet excellent travail et nous vous saluons. Merci.